Bonjour à tous, dans cette séance qui va être plutôt centrée sur Ulysse, on va faire d'abord un petit rappel de l'Iliade, de ce qui s'est passé dans l'Iliade, et puis également on va expliquer ce qui s'est passé dans l'Odyssée qui est la suite de l'Iliade. Je vous rappelle que l'Iliade et l'Odyssée sont deux récits mythiques, mythologiques, inventés par le grec Homère au 8e siècle avant l'an 0, donc environ vers moins 750. Et que ces récits ont été transmis de personne à personne pendant 200 ans, entre le 8e siècle avant l'an 0 et le 6e siècle avant l'an 0. Et c'est au 6e siècle, avant notre ère, que l'Iliade et l'Odyssée ont été mis par écrit. Ils étaient transmis uniquement de manière orale, c'est 200 ans après leur invention qu'ils ont été écrits en langue grecque. Alors malheureusement on ne sait pas grand chose sur Homère, on suppose qu'il a existé mais on n'en est même pas sûr, et peut-être que en fait l'Iliade et l'Odyssée ont été deux récits et rédigés, inventés en tout cas, par plusieurs personnes. Donc on n'est même pas sûr que Homère, on n'est pas sûr à 100% que Homère en soit l'inventeur de ces deux récits mythologiques. Je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans ces deux récits. Alors, je vous rappelle que ce sont des récits mythologiques, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger un peu de réalité, un petit peu de fiction, et ils vont être un peu mélangés aux croyances religieuses des Grecs, c'est-à-dire que dans ces récits, on va avoir l'intervention des dieux grecs et des déesses grecques, et donc ça va mêler un peu la religion à la légende. Typiquement, ce qui dans ces récits n'a pas été vérifié par l'archéologie, ça va être l'existence des dieux grecs et des déesses grecques, ou encore l'existence des héros grecs et des personnages qui se trouvent dans ces deux récits de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc dans les personnages qui probablement n'ont pas existé, on va trouver Achille, ou encore Ulysse, ou encore les rois dont on va reparler, Agamemnon et Ménélas, sans oublier bien sûr les différents dieux et déesses de la mythologie grecque. Ce qui est vérifié dans l'Iliade et l'Odyssée, ça va être souvent les villes dont il va être question. Par exemple, il est question dans l'Iliade de la ville de Sparte. Donc ça, la ville de Sparte a existé et Homère connaissait cette ville et il en a parlé dans son récit de l'Iliade. En revanche, on n'est pas sûr de l'existence de Troie. On a retrouvé peut-être des traces de ce qui pourrait être la ville de Troie sur la côte ouest de la Turquie actuelle, mais on n'est pas sûr que ce soit effectivement la ville de Troie. Donc on n'est pas sûr que quand il a parlé de la ville de Troie, Homère faisait référence à une ville qui existait vraiment. Ça, on n'en est pas sûr. Alors, petit rappel de ce qui s'est passé dans l'Iliade, donc le premier récit qui aurait été donc inventé par Homère. Alors on a deux personnes, on a Paris et Hélène qui sont très amoureux. Les dieux ont promis à Paris l'amour de la plus belle femme du monde, et la plus belle femme du monde dans l'Iliade c'est Hélène, Hélène de Sparte, qui n'est autre que la femme du roi de Sparte, c'est donc la reine de Sparte. Et un jour, en voyage à Sparte avec son frère Hector, Paris va séduire Hélène sans difficulté et il va l'inviter à venir avec lui dans sa ville de Troie. Petit problème, Hélène est mariée au roi de Sparte Ménélas, et donc le roi de Sparte Ménélas est furieux et il veut absolument reprendre sa femme. Il va donc aller voir son frère Agamemnon, son cher grand frère, à qui il va expliquer qu'il faut absolument aller à Troie pour récupérer Hélène des mains de Paris. Et son grand frère Agamemnon va lui dire: petit frère, je suis d'accord, je viens avec toi pour récupérer Hélène qui s'est échappée à Troie avec Paris, et moi, puisque j'ai toujours rêvé d'envahir Troie, ça va être la bonne occasion enfin de le faire. Ni une ni deux, Agamemnon commande une puissante armée grecque. Il va embarquer beaucoup de soldats grecs avec lui dans cette guerre pour aller jusqu'à Troie. Il va falloir traverser la mer qui sépare la Grèce de la côte turque actuelle. Il va donc falloir traverser une partie de la mer Méditerranée qui s'appelle la mer Égée. C'est la partie de la mer Méditerranée qui sépare la Grèce de la Turquie actuelle. Donc l'armée grecque embarque sur des bateaux de guerre grecs de l'époque qu'on appelle des trières de guerre. Et après quelques jours de voyage, les bateaux grecs et les soldats grecs arrivent sur la plage de Troie, sur la côte turque actuelle. Ménélas et Agamemnon ont fait venir beaucoup de soldats grecs pour livrer bataille devant les remparts de la ville de Troie, remparts derrière lesquels Hélène est toujours accueillie
avec son amoureux Paris et puis le frère de Paris, Hector. La guerre va être terrible, elle va durer 10 ans. Beaucoup de héros grecs vont mourir dans cette guerre. Hector va mourir, Achille va lui aussi mourir au combat, Ajax va lui aussi mourir au combat, c'est un des plus grands héros grecs de la mythologie. Patrocle également, le cousin d'Achille, va être tué au combat. Et puis on a la personne la plus rusée de toute cette armée grecque, si ce n'est la personne la plus rusée de la Grèce, Ulysse, le roi de la petite île d'Ithaque en Grèce. Et après 10 ans, Ulysse va avoir l'idée de faire construire par les Grecs un énorme cheval en bois et de faire croire aux Troyens que c'est un cadeau laissé par l'armée grecque avant de partir. Ça suppose que toute l'armée grecque aille se cacher à quelques encablures de la ville de Troie, que l'armée grecque quitte la plage de Troie pour faire croire aux habitants de Troie, les Troyens, que l'armée grecque est bien repartie de cette ville de Troie. Le cheval géant en bois, lui, est resté sur la plage, bien sûr. Le but d'Ulysse, c'est que les soldats qui sont cachés à l'intérieur du cheval de bois, les soldats grecs cachés à l'intérieur du cheval, puissent entrer dans la ville quand le cheval sera accueilli par les Troyens à l'intérieur de la ville. Et comme ça, ils pourront ensuite ouvrir les portes et laisser l'armée grecque entrer dans la ville pour détruire la ville de Troie. Le plan marche plutôt bien puisque le cheval est admiré par les Troyens qui pensent que c'est un cadeau laissé par les Grecs avant leur départ. Le cheval est accueilli dans la ville qui ouvre ses portes pour laisser entrer cette formidable construction et puis c'est la fête. Quand le cheval de Troie entre dans la ville, il y a une des sœurs de Paris, Cassandre, qui a un super pouvoir, c'est de lire l'avenir, de prédire ce qui va arriver dans l'avenir. Malheureusement, Cassandre a aussi une malédiction, c'est de n'être jamais crue dans ses prédictions. Elle va toujours faire des prédictions et sa malédiction, c'est que les personnes qui vont l'écouter ne la croiront jamais. Comme d'habitude, Cassandre va faire une prédiction, elle voit arriver le cheval et elle va dire que ce cheval est rempli de soldats grecs, qu'il ne faut surtout pas le laisser rentrer dans la ville, puisque une fois dans la ville, les soldats grecs vont en sortir et tout casser et détruire la ville de Troie. Elle invite les Troyens autour d'elle à refuser l'entrée de ce cheval et à laisser ce cheval hors de la ville de Troie. Et comme d'habitude, les autres personnes rigolent et lui disent « Mais Cassandre, tu racontes toujours n'importe quoi, arrête de parler ». Et comme d'habitude, Cassandre n'est une fois de plus pas crue dans ses prédictions. Le cheval est accueilli dans la ville, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est la fête, et la nuit tombée, les Grecs peuvent sortir du cheval, les soldats grecs peuvent ouvrir le cheval et en sortir avec une échelle. Ils ouvrent ensuite les portes de la ville de Troie et l'armée grecque qui s'était cachée pas très loin de là peut entrer dans la ville et tout casser, tout détruire. C'est la victoire de l'armée grecque sur les Troyens. C'est la fin de l'Iliade et puis maintenant on a le vainqueur de la ville de Troie, celui qui a eu l'idée du cheval de Troie, Ulysse, qui doit rentrer chez lui. D'ailleurs, le cheval de Troie inventé pour ce récit de l'Iliade a plus tard donné son nom à un type de virus informatique, mais ça c'est une autre histoire. Ulysse doit rentrer chez lui, ça fait déjà 10 ans qu'il est parti de son île d'Ithaque sur laquelle il règne depuis de nombreuses années, et il va donc reprendre son bateau avec son équipage pour réussir à rentrer sur Ithaque qui est à l'ouest de la Grèce. Alors Ulysse va avoir beaucoup de mal à rentrer chez lui puisqu'il va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Il va faire plusieurs étapes dans un peu toute la mer Méditerranée. Avec son équipage, ils vont connaître de nombreuses péripéties, ils vont être attaqués par des sirènes, des sortes d'oiseaux qui ensorcellent les marins pour qu'ils viennent s'échouer, s'écraser sur les rochers de l'île des sirènes. Ils vont devoir affronter un monstre qui s'appelle Scylla, ils vont devoir affronter un cyclope, c'est un géant qui n'a qu'un œil. Ulysse va être gardé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années par des sortes de fées ou de sorcières comme Circé qui va rester longtemps avec Ulysse sur son île, ou encore Calypso qui va laisser repartir Ulysse seulement au bout d'une très longue période. Sur l'île d'Ithaque, il y a toujours la famille d'Ulysse, notamment son fils Télémaque, et puis sa femme Pénélope, qui est elle aussi très belle et qui attend son mari. Le problème, c'est que ça fait déjà 3-4 ans que de nombreux prétendants sont arrivés à Ithaque pour essayer de séduire Pénélope. Ce qui intéresse ces prétendants, c'est de devenir le mari de Pénélope, et en devenant le mari de Pénélope, ils espèrent devenir le roi d'Ithaque, et ça les intéresse beaucoup.
Mais Pénélope est toujours amoureuse d'Ulysse, même après toutes ces années, et elle est très maligne. Elle va commencer à faire une tapisserie, donc elle va devoir tisser des fils entre eux pour réaliser cette tapisserie, et elle va dire au prétendant qu'elle ne choisira son futur mari que une fois que la tapisserie sera terminée. Alors la journée, Pénélope tisse sa tapisserie, elle tisse, elle tisse, elle tisse. Et la nuit, ce que fait Pénélope, c'est qu'elle se lève pour défaire les fils, pour tirer sur les fils, pour défaire en partie sa tapisserie. Et du coup, le matin, elle se réveille, elle dit au prétendant « Mais je ne comprends pas, ma tapisserie s'est défaite » et elle recommence à faire le jour ce qu'elle a défait pendant la nuit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les nuits, Pénélope se lève pour défaire ce qu'elle a fait le jour précédent. Du coup, vous avez compris, la tapisserie n'avance jamais, et puisque la tapisserie n'est jamais finie, Pénélope ne peut jamais décider qui sera son futur mari. Ce petit jeu dure des années, et puis les prétendants finissent par en avoir assez. Un jour, ils viennent voir Pénélope et lui disent « Pénélope, nous en avons assez de ton jeu de la tapisserie. Nous voulons que tu décides vraiment qui est ton futur mari. Nous voulons que tu nous donnes un défi à réaliser et celui qui réalisera ce défi, qui réussira ce défi, sera ton futur mari. » Pénélope, à la suite de ça, a effectivement une idée de défi. Il y a à Ithaque, dans la salle du trône, l'arc d'Ulysse. C'est un arc avec une corde mais qui n'est rattaché qu'à une seule des deux extrémités de l'arc. Et donc le défi que Pénélope lance au prétendant, ça va être de réussir à attacher la corde à l'autre bout de l'arc et à tirer une flèche ensuite entre plusieurs cibles. Une fois de plus, Pénélope est très maligne puisque la seule personne qui a assez de force pour tendre l'arc d'Ulysse, pour tendre cette corde, eh bien c'est Ulysse lui-même. Et Pénélope sait très bien qu'aucun des prétendants ne pourra réussir à tendre cette corde, à utiliser l'arc d'Ulysse, et donc puisque aucun prétendant ne réussira le défi, eh bien Pénélope n'aura pas à choisir de prétendant. Tous les prétendants qui se croient très forts, très musclés, essaient chacun à leur tour de tendre l'arc, personne n'y arrive. Et pendant ce temps, que fait Ulysse, me direz-vous? Eh bien Ulysse a terminé son voyage, il vient d'arriver sur l'île d'Ithaque, et il ne veut pas pour l'instant être repéré. Alors il va mettre une vieille cape sur lui et il va se faire passer pour un vieillard. Et il va arriver jusqu'au palais d'Ithaque où il y a Pénélope et les prétendants. Et il va arriver en se faisant passer donc pour un vieux monsieur. À ce moment-là, les prétendants sont encore en train d'essayer de réaliser le défi avec l'arc. Et puis il voit arriver ce vieillard tout rabougri, tout voûté, et il rigole de ce vieil homme qui vient d'arriver dans le palais. Là, Ulysse demande à réaliser le défi avec l'arc, et puis tous les prétendants rigolent, lui disent que c'est pas la peine d'essayer, qu'il est vraiment trop mauvais pour réaliser ce défi. Et Pénélope, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre, elle a un sentiment étrange quand ce vieil homme entre, et elle dit au prétendant « Non, je veux que lui aussi puisse essayer de faire le défi avec l'arc ». À ce moment-là, Ulysse prend l'arc, il réussit à tendre la corde. Pénélope sait à ce moment-là que c'est bien Ulysse, puisque seul lui peut réussir à tendre cette corde. Ulysse jette sa cape par terre, tous les prétendants le reconnaissent, il réussit à tirer la flèche entre les différentes cibles, et là les prétendants sont furieux, ils sont fous de rage, ils comprennent que Ulysse est de retour. Ils disent à Ulysse « Mais tu ne devais pas revenir de la guerre de Troie, nous pensions que tu étais mort dans cette guerre qui a duré 10 ans ». Et là, les prétendants prennent leurs armes, ils prennent leurs épées, leurs boucliers, leurs casques, et ils vont tous attaquer Ulysse, qui va se battre contre les prétendants avec son fils Télémaque. Ulysse avec son arc et puis Télémaque qui est devenu un jeune homme maintenant vont se battre contre les prétendants. Ils sont deux contre un grand nombre de prétendants, ils vont tous réussir à les tuer. C'est ainsi donc qu'Ulysse a réussi à reconquérir son trône et à revenir auprès de Pénélope qui est bien contente que son mari soit enfin revenu après 20 ans d'absence hors de l'île d'Ithaque, 10 ans pendant la guerre de Troie et 10 ans de voyage pour revenir chez lui. Nous, on va s'intéresser maintenant à un des épisodes du voyage d'Ulysse, une des étapes où Ulysse rencontre un cyclope qui s'appelle Polyphème et qui est le fils du dieu de la mer, un des fils du dieu de la mer Poséidon. Et c'est un épisode intéressant pour la culture commune des Grecs puisque Ulysse, lui qui est grec, et ses hommes d'équipage vont être face à un cyclope qui va être dépeint par Homère comme quelqu'un qui n'appartient pas au monde grec et qui fait tout à l'inverse des Grecs, et qui est typiquement ce que les Grecs vont appeler un barbare.